Bonsoir et merci de nous rejoindre à ce nouveau rendez-vous du 7info, l'essentiel de l'actualité de la semaine. On parlera notamment de cette nouvelle mobilisation à Fadang Gourma pour dénoncer le non-respect des engagements pris par le gouvernement par rapport au développement de la région de l'Est. On parlera largement de la crise à la Commission électorale nationale indépendante avec enfin et peut-être le dénouement avec l'élection du nouveau président de la CENI. On parlera également de l'affaire extradition de François Compaoré. Puis en fin d'émission, il sera notamment question de la Côte d'Ivoire avec cette poignée de main historique entre Laurent Gbagbo et l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Voici pour le sommaire de ce 7info avec un invité, bien sûr, le chef de l'opposition politique, Eddy Komboigo, est sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Toute l'équipe du Dimanche est bien en place, pilotée par Rogatien. C'est parti. Le chef de file de l'opposition politique, Eddy Komboigo, est l'invité de ce 7info. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Avec vous, on parlera largement de la crise à la Commission électorale nationale indépendante. Mais déjà, on commence par la région de l'Est. On a encore marché cette semaine à Fadang Gourma et dans plusieurs autres localités de la région de l'Est. Après la grande marche du 24 avril dernier, les choses n'ont toujours pas bougé pour ce qui est des problèmes de la région. Alors, ce samedi, le mouvement Ugoulmoufi a encore appelé à la mobilisation pour attirer l'attention du gouvernement sur le respect de ses promesses. Écoutons cette manifestante. C'est juste un rappel pour les promesses faites il y a 3 mois de cela au niveau du président du Faso à notre égard, à l'égard de la région de l'Est. Il y a 3 mois de cela, nous avions eu une plateforme revendicative sur laquelle nous avions 4 points, notamment la sécurité, et la question du GHR, la question du phosphate et aussi les routes. Donc après 3 mois d'attente, rien n'est fait. En tout cas, nous avons suivi toutes les promesses émises à notre égard, mais rien n'est fait. En dehors du niveau du CHR où nous avons eu 15 médecins qui ont été affectés, mais jusque-là, là-bas, eux aussi n'ont pas de bureau pour travailler. Donc vous voyez que la situation est difficile. Du point de vue de la route, ça ne va que de mal en pire. Avec la saison hivernale, vous voyez que tout ne fait que se dégrader davantage. Nous avons eu à discuter avec le DG des phosphates qui a fait des promesses. Donc nous sommes encore sortis. Vous voyez qu'au niveau de la situation sécuritaire, à Madjari c'est pire. Nous sommes allés de mal en pire. Donc voilà pourquoi nous sommes sortis aujourd'hui encore pour rappeler au président du Faso de revoir dans ses promesses à notre égard pour que les lignes puissent bouger davantage. Et voilà donc pour cette nouvelle marche à Fadang Gourma. Il faut dire que les marches se multiplient. Cette semaine aussi, on a également marché dans les Banwa. C'est à peu près les mêmes objectifs, les questions de développement avec surtout les problèmes d'accès, les problèmes de route. Et puis on apprend également que dans les cascades, la jeunesse se mobilise également avec la mise en place d'un comité de veille. Et ces jeunes réclament notamment l'amélioration aussi des routes, notamment la route nationale numéro 11. On en parle la semaine, dès demain, dans notre édition de 13h et 19h30. Siaka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Oui, comme je l'ai dit, les marches qui se multiplient un peu partout au niveau des régions avec les mêmes problèmes, les mêmes questions de développement, surtout les mêmes problèmes de route. Oui. C'est vrai qu'on peut penser qu'il y a un nouveau contexte au Burkina Faso. Je ne sais pas pourquoi, après l'élection, justement, ce nouveau contexte se profile. Il est parti des questions de sécurité avec le Sahel où Dori avait commencé, Titao, Kaya, etc. Et puis, ce sont les grandes questions sociales qui se sont invitées aussi dans le jeu. Si bien que partout, dans les régions, les populations estiment qu'il faut faire valoir maintenant leurs droits citoyens, et notamment l'interpellation des autorités, la manifestation publique. Et donc, concrètement, je pense qu'on est face à une nouvelle situation. On va voir jusqu'où cela va aller, étant donné que l'opposition politique prend la phase également de ce nouveau contexte-là.
et a organisé sa marche qui aussi tenait compte de ce contexte pour faire les revendications au niveau du pouvoir. Pour le cas spécifique de Fada, avec l'état désastreux quand même de cette route, Gunguen-Fada, on a vu très vite que pour la première marche, les autorités ont donné de la voix, ont pris des engagements, mais force est de constater que depuis, plus rien. Oui, c'est difficile pour nous d'expliquer pourquoi les engagements sont pris et qu'ils ne soient pas mis en œuvre, ils ne soient pas respectés. Parce que normalement, pour la route, par exemple, nous savons tous, et nous l'avons vu à plusieurs reprises ici même, que la route a débordé du délai qui avait été imparti. Lorsque la première manifestation avait eu lieu, l'autorité, en particulier le ministre en charge de la question, avait dit qu'il y avait peut-être des problèmes de délai, des problèmes de mise à niveau, etc. Mais que les choses étaient réparties, que finalement, ça allait se faire très vite. Voilà. Finalement, ce n'est pas fait, et donc les populations sont obligées de revenir à la charge. Et puis, peut-être qu'il y aura encore de nouveaux engagements qui vont se prendre, et on verra bien jusqu'où ça va aller. Oui, oui. Eddy Kombouego, justement, c'est un contexte, et c'est vrai qu'on a l'impression aussi que l'opposition, dans ce contexte-là, fait un peu de la récupération politique. Hein. Il n'y a pas de récupération politique qui vaille. Il y a une situation misérable que les populations vivent. Vous savez, lorsqu'on a beau mentir, la vérité vous rattrape. On nous a fait croire qu'on avait un plan de développement économique et social qu'ils appelaient PNDS, qui était réalisé à 90% ou 80-90%, mais en réalité, zéro. Les conséquences sont là aujourd'hui et tout le monde peut le constater. Et partout dans les 45 provinces, dans les 13 régions, 45 provinces, dans les 368 communes et arrondissements, rien n'est fait. Vous voyez que dans le monde, non, dans les infrastructures, aucune infrastructure n'a été réalisée à temps. Moi, je vous dis, laissez tomber tout ce qui est petit goudron fait dans les villes, comme Ouagadougou ou Bobo du Lasso, pour charmer les citadins. En fait, c'est des fonds détournés, les fonds d'entretien routier, des pistes rurales. Vous voyez, et les pistes rurales se sont dégradées. Et toute la production agricole ne peut plus être transportée d'une commune à l'autre, ce qui aggrave les besoins des uns et des autres et a une conséquence sur les prix de vente des céréales aujourd'hui. Et il n'y a pas que cela, et tout le monde est mécontent. C'est parce que aussi vous êtes de l'ancien régime, c'est parce que aussi à l'époque le CDP peut-être n'a pas assez fait. Lorsque vous parlez de l'ancien régime, faites attention, parce que l'ancien régime, c'est Roch Marc Christian Kaboré, Simon Compaoré et Clément Sawadgo et la suite. Eddy Kombouego n'y était pas. Il était en back comptable. Il était en back office. Il était expert comptable. Il le faisait appuyé par des conseils. Mais il n'était pas au front office. Aujourd'hui, je suis au front office et je constate que la gouvernance, le premier mandat était un échec cuisant et les populations... Et quelle aurait pu être vos solutions justement face à une telle situation? Parce qu'on est dans un contexte de crise, il faut l'admettre aussi, mais nous avons dit, où la mobilisation des ressources, ce n'est pas chose aisée. Nous l'avons dit, un plan de développement se réfléchit avant la conquête du pouvoir. On a passé 1 an à concevoir un plan de développement. On est allé en France et on est revenu dire qu'on a 18 000 milliards. En réalité, ils n'ont même pas pu mobiliser 3 000 milliards pour l'exécution de ce PNDS. Tout ce qui est dit dans les rapports, dans les résultats, sont faux. Mais si c'était 5 ans... Mais si c'était la vérité, aujourd'hui, les populations ne se manifesteraient pas. Partout, vous parlez du nord au sud, l'est à l'ouest, il y a toujours les mêmes revendications. Avoir une meilleure qualité de vie, et tout s'est détérioré aujourd'hui. En matière d'infrastructure, en matière sanitaire, j'aime bien le volontarisme du ministre de la Santé qui va un peu partout, mais qui n'apporte pas de solution. Quand on fait le bilan quand même des 5 ans du quinquennat passé, on se dit les infrastructures routières, c'est quand même là où il y a de bons points, non, Siaka Coulibaly? Oui, je crois qu'il faut peut-être faire la part des choses, puisqu'on s'en tient aux manifestations. Ça veut dire que quelque part, les choses n'ont pas été aussi reluisantes qu'on le dit. C'est vrai qu'en ville, comme on l'a dit tantôt, il y a eu beaucoup de réalisations. Je suis à Karpala, je nierai pas qu'il y a eu des améliorations importantes dans la matière. Mais au-delà de ça, il y a quand même pas mal de retard sur le domaine infrastructurel. Si cela s'ajoute à la dureté de la vie
en termes donc de revenus des populations, l'insécurité qui a empêché que les cultures ne s'effacent dans une bonne partie du territoire burkinabé. L'un dans l'autre, ça va s'agréger et ça donne ce qu'on est en train de voir. Moi, je pense que si les choses restent dans le cadre républicain et que les populations s'en tiennent aux marches, les marches d'interpellation, les marches donc de plaidoyer, cela va amener une réactivité du gouvernement et des autorités qui sont en place, notamment au niveau local, pour redoubler d'efforts et faire en sorte qu'on ne s'en tienne plus à des bilans, des discours, mais que les populations elles-mêmes témoignent que les réalisations sont faites. Je pense que c'est à ce niveau que il faudrait observer les choses. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse Siaka Traoré sur ces aspects. Parce que ce qui est... Siaka Koulibaly, pardon. Parce que ce qui est demandé localement, ce ne sont pas des investissements locaux, c'est des investissements nationaux, entrepris par le gouvernement. Alors, c'est toutes ces marches. On va passer un message au gouverneur qui doit l'envoyer au Premier ministre. Si c'était des investissements locaux par les mairies, on aurait compris. Non, ce sont des investissements d'ordre national. Le cadre qu'on a... Les infrastructures, les routes, les hôpitaux ne sont pas des investissements locaux. La cherté de vie ne relève pas des mairies, mais relève la vision et la gouvernance du gouvernement. Donc de Roch-Marc Christian Kaboré et de son piètre Premier ministre, que nous dénonçons toujours. Si. On peut pas il n'y a pas de raison aujourd'hui que l'on ne connaisse pas. Aujourd'hui, nous sommes côté du peuple. Le peuple souffre et nous devons... il n'y a pas de mots pour dire pour que le gouvernement comprenne... Vous faites aussi parfois de la récupération politique. Mais écoutez, il y a pas de... si c'était bien, on aurait applaudi. On n'aurait même pas droit de citer l'opposition. Le problème, c'est que vous n'avez jamais applaudi. Alors qu'il y a des choses. Parce que rien n'est fait de bon. Ah bon? Et qu'est-ce qui est fait de bon? Dites-moi. Vous qui le dites, vous êtes un journaliste de la majorité? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas. Citez-moi 2 ou 3 exemples de bons. Il y a quand même eu, vous dites Ouagadougou, il y a quand même eu du goudron à Ouagadougou. Non, mais je vous dis qu'on a détourné des fonds. C'est quelque chose d'important. Écoutez-moi, on a détourné les fonds d'entretien routier, qu'on a fait des petits goudrons de 2 km, 3 km, qui traversent les banlieues, les banlieues. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on a réussi. On est loin de... S'il y avait de la réussite, il n'y avait pas eu de... Il y a pas mal d'écoles qui ont été construites. Ce sont ces mêmes écoles, en 3 mois, plus de 180 infrastructures sont tombées. Il faut avoir honte de soi-même quand on dirige un pays. On ne va pas épuiser ce débat. On va avancer pour parler justement du grand sujet de cette info. Le feuilleton Commission électorale nationale indépendante avec peut-être le dernier épisode cette semaine. On en parle largement donc dans cette info. D'abord, c'est le président sortant, Newton Ahmed Barry, qui était au rapport à la présidence du Faso. C'est un bilan satisfaisant qu'il dresse de ce mandat. Il regrette cependant l'instabilité législative du code électoral qui a subi trop de modifications. On l'écoute. Nous sommes, comme vous savez, en fin de mandat. Et comme il est de coutume, et c'est prescrit dans le code électoral, nous sommes venus remettre le rapport final des élections générales au chef de l'État et lui parler un peu évidemment de ce que nous avons pu faire. Profiter de l'occasion, parce que c'est la première fois qu'il recevait la CENI en tant qu'entité, lui présenter toutes nos félicitations et tous nos vœux de succès pour le second mandat que le peuple a bien voulu lui confier. Du contenu du rapport, nous sommes revenus sur l'ensemble des péripéties qui ont accompagné évidemment les élections du 22 novembre, l'organisation qui n'a pas été facile dans le cadre d'un contexte à la fois sécuritaire et Covid. Ensuite, la question évidemment de l'instabilité législative du code électoral qui a été changé 3 fois en moins de 3 ans, dont 2 fois la même année, et puis dont la dernière a eu lieu à moins de 70 jours de l'élection, ce qui n'a pas facilité tous les éléments. Ensuite, nous avons aussi parlé des coûts. Malgré le contexte de la Covid, malgré le contexte de l'insécurité, malgré le fait que les Burkinabés de l'étranger ont voté pour la première fois, notre budget cette année, pour l'opération électorale seulement, non compris évidemment l'enrôlement des électeurs, est autour de 21 milliards. C'est-à-dire que nous avons fait moins cher
que l'élection de 2015 en matière évidemment du coût. Malgré le contexte des Burkinabés, que le Burkinabé de l'étranger ait voté pour la première fois, malgré la situation de l'insécurité, nous sommes à 21 milliards, ce qui amène les ratios coût-électeur dans notre pays autour de 6 $, c'est-à-dire 3 000 francs CFA, ce qui nous met donc dans le haut du pavé, c'est-à-dire en dehors du Rwanda, où le coût électeur est de 1 $, nous sommes parmi les pays qui organisent les élections les moins chères en Afrique. Nous parlons de notre mandat, nous sommes venus parler de ça. Le reste, évidemment, appartient à ceux qui viendront. Oui, il y a des recommandations qui ont été faites, notamment sur la stabilité législative, parce que si nous avions su, évidemment, et si on devait recommencer, je l'ai dit au chef de l'État, une loi changée à 70 jours des élections, nous aurions dû demander et obtenir le renvoi de la date des élections. Donc il faut évidemment l'instabilité législative pour permettre donc que les élections se tiennent dans les meilleures conditions. Il faut aussi naturellement travailler sur les coûts et pour les amoindrir encore. Et ensuite, tout est allé très vite. Il y a eu cette médiation du président du Faso, le renoncement à la candidature du Sao Naba à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante et puis prestation de serment devant le Conseil constitutionnel. Cette fois, c'est la bonne. Après une tentative manquée le 19 juillet 2021 à cause des désaccords entre l'opposition politique et l'administration territoriale sur la candidature de Sao Naba, les 15 commissaires de la Commission électorale nationale indépendante prêtent enfin serment devant les membres du Conseil constitutionnel. À tour de rôle, ces membres désignés par les formations politiques de la majorité, de l'opposition et de la société civile prennent l'engagement d'accomplir les tâches liées à leurs fonctions en toute impartialité. Et je pense qu'on va travailler en famille. Il n'y a plus de dire X et Y, plus les musulmans ou les chrétiens ou les politiques. On doit travailler en famille parce que c'est une neutralité permanente pendant les 5 ans. Donc chacun met à bas ses ambitions politiques autour. C'est un défi à travailler pour mériter davantage la confiance de ceux qui nous ont porté leur choix, mais également travailler pour mériter la confiance du peuple burkinabé et à travers la transparence, la probité et la neutralité. C'est vraiment avec beaucoup de joie, de satisfaction que nous avons assisté à la prestation de serment. C'est la fin d'un feuilleton, j'allais dire, d'une crise. Et on se réjouit de ce que tous les acteurs aient contribué à la résorption de cette crise. Parmi ces 15 commissaires figure le chef de Sao, Bonaventure Ouedraogo. Il prête serment en gardant juste la casquette de commissaire. Le représentant de la chefferie traditionnelle n'est plus candidat pour présider la CENI. Une décision prise par le président du Faso après une concertation avec le concerné. J'ai pris la responsabilité de demander à rencontrer Sa Majesté, le Moro Naba, Bango, pour échanger avec lui autour de cette question afin qu'ensemble, nous puissions trouver une solution apaisée. J'ai demandé à Sa Majesté de bien vouloir accepter que le représentant de la chefferie coutumière ne soit pas candidat pour la présidence de la CENI. Il me paraissait tout à fait normal que j'en informe les représentants des partis politiques de manière à ce que nous fassions tous en sorte à sauver l'essentiel. C'est donc une décision qui a suscité de nouveau la participation de l'opposition politique à cette prestation de serment. Un pas de gagné pour Eddy Komboigo et ses camarades. Il a pris la responsabilité de ne pas permettre au Sao Naba d'être candidat et de présider la CENI. Ce qui résout notre problème. Et partiellement, ces questions étant levées, c'est déjà un pas de gagné. Parce que au-delà de présider la CENI, il y a un problème d'éthique et de moralité. Sur tous ces problèmes, le chef de l'État a annoncé les résoudre d'ici le mois de septembre 2021 pour apporter la confiance et la sérénité à la CENI
pour un fonctionnement plus efficace. À l'endroit des nouveaux commissaires, Kassoum Kambou, le président du Conseil constitutionnel, demande de respecter les paroles afférentes à cette prestation de serment pendant les 5 années à venir, car leurs violations feront suite à des sanctions. Oui, prestation de serment, puis élection du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Et c'est la communauté catholique qui revient aux commandes avec le magistrat Élisée Ouédraogo. C'est finalement lui, le magistrat Élisée Ouédraogo, qui présidera la destinée de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Faute de consensus, ce représentant de l'Église catholique a remporté l'élection face à Adaman Kafando, le représentant de la communauté musulmane, par 13 voix contre 2. Il remplace ainsi Newton Ahmed Barry pour les 5 années à venir à la tête de la commission électorale. C'est l'aboutissement d'un long processus jalonné de crises sur fond de récusation. Le nouveau patron de la CENI le sait, alors sa priorité, ramener la sérénité au sein de la maison. À ce stade, ensemble, nous regardons vers l'avenir. Nous savons que ça n'a pas été facile, mais l'esprit de concertation et la hauteur de vue de l'ensemble des acteurs, vous l'avez suivi, a permis aujourd'hui que nous puissions avoir une équipe de la CENI et aussi avoir un bureau permanent pour assurer l'exécution des décisions qui seront prises par la plénière des commissaires. Le ministre en charge de l'administration territoriale se réjouit de l'esprit démocratique qui a animé l'ensemble des commissaires. Il pense que c'est le moment de rectifier le tir afin de rassurer les sceptiques sur les capacités de la nouvelle équipe à remplir convenablement ses missions. Je n'ai aucune crainte. Cette CENI-là, elle va être une CENI très très responsable, une CENI très efficace. Je ne doute pas de cela. D'ailleurs, cette épreuve-là que nous avons traversée constitue un défi pour le nouveau président, pour ses vice-présidents, pour tout l'ensemble des commissaires, pour prouver que même si on a un peu trimé pour sortir l'institution, elle vaut quand même son pesant d'or. Le défi est donc énorme pour Élisée Ouédraogo et ses collaborateurs qui tournent déjà le regard vers l'avenir, car dans moins d'un an, il y a l'organisation de l'élection municipale prévue en mai 2022. Le successeur de Newton Ahmed Barry semble bien connaître la maison pour avoir d'abord été directeur de cabinet de maître Barthélémy Kéré, ancien président de la CENI, et vient d'entamer son 2e mandat de commissaire au titre de l'Église catholique. Il sera secondé par 2 vice-présidents, Malik Yamba Sawadogo de la majorité et Aboubakar Relwende Savadogo de l'opposition. Voilà. Chaka Koulibaly, Élisée Ouédraogo, peut-être une surprise où il fallait, on s'y attendait un peu. Non, parce que si on suivait la rotation, c'était les protestants l'entente tacite qui devaient. Parce que Barthélémy Kéré était là, et après il y a eu la communauté musulmane. Oui. Surprise, c'est la communauté Bon. catholique. De toute façon, on est parti sur une base de consensus. Ça veut dire que, justement, c'est vrai, c'est l'homme de la maison, il était ancien directeur de cabinet, pas de souci à ce niveau. Oui. Mais là, effectivement, cette entente tacite, ça veut dire que désormais, ça ne tient plus. Bon, on se demande. Peut-être que c'est des arrangements qui ont eu lieu en coulisses. Le chef de file de l'opposition, là, il pourrait en dire un peu plus. Si on suivait la rotation pure, on compte à partir de 2001. 2001-2005, c'était les protestants, le pasteur Flavien Tabsoba. 2005-2010, c'était les droits humains avec Moussa Michel Tabsoba. 2010-2015, Kéré Barthélémy pour les catholiques. 2015-2020, les musulmans avec Newton Ahmed Barry. Donc on devait revenir aux protestants si on suivait vraiment la courbe. Mais il faut dire que le contexte de crise qui a prévalu a certainement été une des raisons aussi, puisqu'il fallait juste éviter une certaine candidature. Mais là, on constate que ce n'est pas un consensus, c'est peut-être, on a voulu faire peut-être jouer le jeu de la démocratie, donc il y a eu une candidature de la communauté musulmane face aux catholiques. Oui.
Ensuite, il faut aussi se dire que je me suis aussi surtout étonné de la candidature du représentant de la communauté musulmane, étant donné qu'aucune des composantes de la société civile n'a fait 2 mandats jusque-là. Donc, logiquement, après avoir fait un mandat, comme on l'a dit, c'est la chefferie coutumière qui devait effectivement passer. Sauf que son candidat a été récusé de part et d'autre, donc il fallait sauter le tour de la chefferie coutumière et revenir à la rotation normale. Peut-être qu'après un passage pour ce mandat de consensus, on va peut-être revenir à la chefferie coutumière avec une autre personnalité, éventuellement. Mais ça, c'est des arrangements pour le futur. Aujourd'hui, on a une équipe, on a une sorte de consensus, mais un consensus pour gérer le classique. Ça veut dire que le cadre dans lequel les élections se déroulent n'a pas changé. D'accord. Et les problèmes qu'il y avait, certainement, je ne suis pas sûr on va le développer tout à l'heure. Mais déjà, Eddy Komboigo, vous avez récusé le Saonaba. Effectivement, il y a eu cette médiation de président Faso qui a permis donc de gérer cette crise. Il y a eu on a désormais un président, Élisée Ouedraogo, pour le compte de la communauté catholique. Ça vous convient? Comme l'a dit le ministre de l'administration territoriale, Clément Sawadogo, est-ce que désormais on peut dire qu'on a une CENI crédible, en tout cas capable donc, de réaliser les objectifs de cette institution? Ça nous convient, mais notre corps défendant, nous n'avons pas voulu empêcher la chefferie coutumière de présider à la destinée de la CENI. Présider la CENI pour ce mandat. Nous avons exigé que ce soit ainsi, en suivant la rotation. Malheureusement, la chefferie coutumière n'a pas changé son candidat, son commissaire, qui, à notre avis, pose des problèmes d'éthique et de moralité, d'autant plus qu'il a déjà battu campagne ouvertement pour la majorité en place. Si la chefferie coutumière avait accepté de changer, nous avions même dit que nous allons attendre qu'on change avant de prêter serment. Bien que le président ait donné son discours en disant qu'il a décidé, nous avons rencontré la chefferie coutumière pour leur dire s'ils veulent vraiment diriger la CENI, la composante opposition n'allait pas prêter serment ce jour-là. On allait attendre que l'on change de commissaire et que l'on revienne prêter serment et nous allons voter pour la chefferie coutumière. Mais la chefferie coutumière a préféré dire, comme le chef d'État en a décidé ainsi, elle s'incline et puis bon, ben, voilà. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de jugement de valeur à donner sur le président. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème justement que le chef d'État s'implique? C'est vous qui avez eu l'initiative de demander la médiation du chef d'État? Nous avons informé, mais le chef d'État nous a écrit pour dire qu'il ne s'implique pas. Donc nous avons pris une posture normale de défense, parce que nous n'allons pas permettre que l'on mette un militant du MPP comme président de la CENI. S'il n'y a pas de moralité, il n'y aura pas un arbitre objectif et on ne parle pas d'une compétition en sachant que l'arbitre est de l'autre camp. Et on ne va pas accepter cela. Siaka, c'est vrai pour la chefferie traditionnelle, c'est assez difficile quand même de revenir sur une décision. Quand le chef prend une décision, c'est difficile de revenir là-dessus. Oui, c'est vrai. Je pense que la position de la chefferie, il faut la comprendre. Ça aurait été un désaveu extrêmement cinglant que de changer la personnalité qu'ils ont désignée comme commissaire. Donc je pense que l'arrangement qui a été trouvé convient à tout le monde maintenant. Ça permet à la chefferie de maintenir la tête assez haute en ayant gardé son candidat qu'elle a choisi dès le départ. Et puis on a aussi un autre président. Puisque la rotation existait comme principe, on a fait jouer cette rotation et finalement on a un président. D'accord. Alors, au niveau de l'opposition politique, est-ce que là, vous êtes attardé, on dirait, sur des aspects superficiels? Le problème de fond est ailleurs, non, Monsieur Eddy Komboigo? Est-ce que ce n'est pas plutôt un cautionnement sur la formule actuelle de la CENI qu'il fallait plutôt attaquer et non les questions de personnes? Qu'est-ce que la formule actuelle de la CENI a comme problème? Cette composition tripartite, opposition, majorité, OSC, et quand on sait aujourd'hui justement que dans la composante OSC, quand on
On sait aussi que les OSC aujourd'hui sont suffisamment politisés. Est-ce qu'il n'y avait pas lieu justement de demander des réformes profondes par rapport à la formule actuelle de la CENI que de s'attarder sur des détails? Parce qu'en réalité, le problème n'est pas fini. Non, il faut que les gens jouent honnêtement leur rôle. Jouer honnêtement, quand on est OSC, on est OSC. Vous savez, il n'y a pas... La CENI n'est pas tombée du ciel. La CENI est la résultante d'une crise politique. Et ensuite, il y a le comité des sages, on réfléchit et on a pondu la CENI en disant, nous savons que nous voulons une commission nationale d'élection indépendante. Donc, nous voulons d'une part les composantes politiques qui assistent, également une composante apolitique. Médiane. Voilà. Parmi les commissaires, donc parmi lesquels on choisit le président. Le terme, c'est choisir le président. Donc, ce n'est pas au niveau des composantes politiques que l'on choisit le président, mais composantes apolitiques. Donc, il y a cette règle que la composante apolitique devrait rester apolitique. Mais la société burkinabé, depuis le Collège des sages, a suffisamment évolué. On voit qu'aujourd'hui, vous les politiques, puisque votre discours ne semble plus crédible, vous faites appel aux organisations de la société civile pour vous aider dans ce sens. On sait aujourd'hui que les OSC sont suffisamment politisés, vous le savez très bien, vous les instrumentalisez. Alors on se dit, pourquoi ne pas demander tout simplement une réforme de l'institution dans ses composantes, dans sa formule, mais vous vous attardez sur des détails. Non, personne ne politise qui que ce soit. Et ici, nous avons dit, si la chefferie coutumière avait choisi un chef coutumier neutre, il n'y avait pas de raison. Voyez-vous, les chefs coutumiers sont des hommes. La société civile, ce sont des hommes. Mais lorsqu'on choisit d'être société civile et non militant actif d'un parti, c'est un choix conséquent qui vous permet de rester neutre. Peut-être c'est pourquoi on est allé vers eux. Mais lorsqu'il y a une manipulation, comme ça se fait aujourd'hui, on veut tenter de trouver au niveau de la société civile un militant, notre propre militant, et on manipule pour qu'il devienne le président. Mais c'est ce problème qu'il faut régler définitivement. Non, mais là, vous ne réglez pas définitivement le problème. C'est aussi simple. Il y a des critères peut-être qu'il faut redéfinir au niveau du code électoral, au niveau du profil du président de la CENI. Et peut-être, c'était des règles non écrites. Peut-être que ce qu'il faut maintenant écrire ces règles-là. Et c'est tout. Mais je pensais que tout le monde était au même au même niveau d'appréciation. Et ce qui s'est passé avec le pasteur en premier, c'est Noé. Ensuite, ce qui s'est passé avec l'Église, les droits humains, Moussa Michel Tapsoba. Ce qui s'est passé avec Maître Barthélemy Kéré et l'Église catholique. Et enfin, Newton Ahmed Bari de la communauté musulmane devrait être suivi par tout le monde. Donc, il ne faudrait pas que... Et vous savez, ce qui s'est passé, on sait qui est à la base. Qui connaît le Saonaba, c'est qui a manipulé pour que ce soit le Saonaba. Vous pensez? Oui, je le sais et je leur dis, arrêtez votre cinéma, ça n'ira pas loin. Et j'ai mis un point final à partir du moment où la composante opposition ne va pas participer. Vous ne créerez pas la CENI si nous ne sommes pas là. Est-ce que vous êtes en train de dire que la chefferie a été manipulée par les politiques? Mais bien sûr, bien sûr. Et je vais vous dire que la chefferie coutumière était en train de vouloir changer. Lorsque vous dites que quand les chefs disent quelque chose, ils ne doivent pas revenir, ça c'est sur le plan coutumier. Attention, ce n'est pas sur le plan politique. Et il faut que l'on se comprenne. Moi-même, je suis issu d'une famille princière, comme je vous ai dit. Donc je sais de quoi je parle. Et lorsque je parle à un chef, je m'accroupis, quel que soit mon niveau, je les respecte. Je les respecterai et je les respecterai toujours. Et je sais faire la part des choses lorsqu'il s'agit des décisions coutumières et des décisions modernes. C'est pour ça que la question encore se pose. Est-ce qu'il ne faut pas faire des réformes qui font en sorte que la chefferie ne vienne pas en politique, tout simplement? Je vous ai dit, s'il y a réforme à faire dans la CENI, certes, peut-être, mais il faut peut-être écrire les règles non écrites, de sorte qu'on ait toujours un président
apolitique, neutre, non affiché. D'où la réflexion sur l'administration professionnelle. Non. Attention, avant qu'ils ne disent quoi, je vous vois venir. Parce qu'en fait, c'est ce que le MPP a tenté. Le MPP a tenté de casser la CENI en créant une crise pour aboutir à une administration électorale dirigée par le ministère de l'administration territoriale, soit disant que partout, un peu partout, c'est le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la sécurité, le ministère de l'Intérieur qui organise les élections et ça se passe bien. Sauf qu'ici, ils n'ont ni la moralité, ni les critères, ni les profils pour organiser une élection. Oui, mais on peut avoir une administration professionnelle indépendante. Mais attendez, mais c'est qui les nomme? Ce n'est pas eux, c'est eux qui les nomment. Si c'est eux qui les nomment, il y a un problème de crise et de confiance. À partir du moment où ils ne sont même pas capables, ils sont quand même tentés d'aller manipuler une chefferie coutumière. Mais écoutez, dans les nominations, c'est assez simple. Hein. Le président Roch-Marc Christian Kaboré et son gouvernement vont s'asseoir et puis nommer ceux qu'ils veulent sans le consentement de l'opposition. À ce moment, le tour est joué. Il n'y aura pas une compétition saine. Et c'est ce qui entraîne les crises pré- et post-électorales. Et nous sommes engagés en tant qu'opposition de faire en sorte qu'il n'y ait pas de crise pré- et post-électorale due à une désorganisation de l'organe d'organisation de la CENI. Justement. Et quel sera votre rôle, justement, parce que vous êtes partie intégrante de la CENI. En tant qu'opposant, vous êtes fait partie intégrante de cette CENI, en tout cas à travers ses composantes. Alors, vous avez votre rôle à jouer pour que cette CENI, justement, joue véritablement son rôle de façon indépendante. Qu'est-ce que vous comptez faire? Écoutez, je dis, d'une crise, on tire des leçons. Aujourd'hui, les règles non écrites, reconnues par toutes, n'ont pas été respectées à un moment donné. Mais on a pu ramener les choses à leur place. Quelque part, on a fait du tort à la chefferie coutumière, je reconnais, parce que nous avons voulu que ce soit toujours la chefferie coutumière qui dirige. Malheureusement, en l'écartant, on a permis à une autre communauté de pouvoir diriger. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux dire qu'il s'il y a une réforme à faire, nous préférons garder comme il y a des réflexions qu'on peut amener, mais moi, à l'étape actuelle, s'il y a des réformes à faire, moi je vous demande simplement de décrire les règles, le profil que doit avoir le président de la CENI et la direction de la CENI. C'est tout. Ce n'est pas aller faire des réformes. Il n'y a pas que le président, il y a les commissaires. Mais écoutez, donc, il y a une parité égale 5-5 de la majorité comme opposition. Quel est le problème encore? Moi, je ne crois pas que... Vous voulez juste passer de la pommade sur la plaie alors que le mal est profond. Dites-moi où est le mal. Pas des réformes profondes? Je veux ajouter... où est le mal? Je vois que, comme je vous l'avais dit, la classe politique ne veut pas bouger donc, du modèle que nous avons actuellement. La preuve est donnée par le chef de file de l'opposition. La classe politique voit qu'il y a 7 composantes. Voilà. La formule actuelle ne marche pas, mais visiblement, elle n'est pas prête à... Allons au réel. D'une part, il y a la question de la neutralité. Comment on peut garantir la neutralité politique d'un individu à partir du moment où elle traite des questions politiques? Donc, cette question reste posée. Le deuxième élément, c'est que les acteurs que vous pensez n'aient pas assumé la présidence de la CENI, notamment vos composantes politiques, il n'y a que la présidence qu'elle n'assume pas. Toutes les autres opérations de la CENI, ce sont eux qui les organisent. Allons-y sur un cas concret. On vous a vu pendant l'élection passée, vous déporter dans un centre de vote parce que du matin jusqu'au soir, il n'y avait pas de bulletins. Vous vous rappelez de cette opération-là? C'est le jour du vote. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a un des commissaires qui a organisé l'élection dans cette zone-là. Supposons que ce soit un commissaire de votre... composante. Non, de l'autre composante. La majorité. De la majorité qui a eu à organiser les élections dans votre zone. On ne peut pas garantir qu'il ait agi en toute neutralité. Donc ça veut dire que la question de la neutralité, vous pouvez la poser de façon absolue, mais aussi de façon très concrète dans l'organisation des élections. Ça veut dire qu'un acteur politique partisan est chargé d'organiser les compétitions à laquelle son parti prend parti. Vous voyez qu'il y a un problème? Non, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Là, je vous allez vous dire qu'en réalité, il n'est pas seul. Oui.
même s'il a organisé dans une zone, l'organisation il n'a pas organisé seul, il a organisé avec le groupe, l'équipe a organisé. Mais il y a des opérations qui se déroulent le jour. Oui, seulement. Et ça, c'est lui qui fait ça. Il y a un commissaire qui est responsable. C'est le jour-là qu'il envoie les bulletins. Il n'y a pas qu'un commissaire, c'est toute la CENI qui est responsable. En matière organisationnelle, il y a que les bulletins sont arrivés en retard. Et comme ils l'ont si bien dit, le président de la CENI a dit il y a eu des modifications du code électoral. À trois reprises. Non. Et ici sont pris tard et dans la répartition des bulletins, et il y a eu des erreurs. Nous avons dit, nous ne jetons pas déjà le tort à qui que ce soit. Nous avons dit, on peut améliorer l'organisation. Mais je ne crois pas que c'est dans la structuration de la CENI qu'il y a un problème. Si vous en pensez, dites-moi. Oui. Supposons que l'on change. Vous avez dit qu'il y a un problème de neutralité. Oui. Et donc, comment peut-on nommer quelqu'un Comment peut-on nommer quelqu'un qui est partisan dans un recrutement? Je vous explique. On nomme des gens qui ne sont pas partisans. Et non, je continue. On nomme quelqu'un qui n'est pas partisan. Qui est l'arbitre? On peut recruter, on peut Qui suit? J'explique mon idée. On recrute comment? J'explique mon idée. La personne que vous recrutez a toujours un penchant. S'il a un penchant c'est beaucoup mieux que pour telle ou telle personne, la formule il peut agir. Non, pas du tout. Je ne crois pas. Peut-être qu'il faut mettre le débat. Sur la place. On va débattre, on va échanger. Mais je pense que ceux qui ont réfléchi pour la CENI sont allés très loin. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, la CENI a organisé les élections où il n'y a pas eu de casse. Même si nous avons contesté aux dernières élections couplées, vous vous souvenez que des commissaires de l'opposition aussi, à un moment donné, se sont retirés. Voilà. Oui, mais pourquoi? Parce que nous avons modifié le code électoral pour dire qu'il faut des compilations manuelles et des compilations électroniques, que l'on compare les deux avant de publier les résultats. Les commissaires de l'opposition se sont retirés parce que dans 90% des communes, il n'y a pas eu de compilation manuelle. La vérité, c'est celle-là. Si je vous dis que c'est une question d'organisation et non structurelle, il faut que l'on dépasse là. Et que, quelle que soit la personne que vous allez nommer, il aura toujours un penchant. Quelle que soit la personne que vous allez recruter, il aura toujours un penchant. Même dans la société civile, c'est des efforts que l'on fait. Il faut choisir le moindre mal, non, Monsieur le Président. Le moindre mal, c'est ce que nous sommes en train de le faire. Vous pensez? Non, oui. Vous voyez que la crise a été résolue. Partiellement. Il voulait une crise pour passer à autre chose. Je vous dis que je connais ce régime-là. Je connais ses forces et ses faiblesses. Et lorsque ce régime se sent faible, il crée une crise et pour pouvoir récupérer la chose. Malheureusement, c'est perdu avec une opposition aussi vigilante que nous sommes. Siaka, donc visiblement, on n'est pas sorti de l'auberge puisque visiblement les politiques ne sont pas prêts à des réformes profondes de l'institution. On n'est pas du tout sorti de l'auberge. C'est-à-dire que le problème qui se pose dans cette formule de CENI, c'est laquelle? C'est lequel, pardon? C'est-à-dire que les choses sont clairement définies dans le code électoral. Au moment de la mise en œuvre, qu'on voit des problèmes inattendus qui surgissent, on n'a pas pu acheminer à temps, on n'a pas pu faire ceci à temps, et au final, il y a les manquements au code électoral qui se trouvent, qui font surface. Donc, et chaque fois, on va se retrouver en train de regretter que quelque chose se soit passé qui n'était pas prévu qu'il se passe. Ces élections qui se sont déroulées, moi je peux vous dire, en 2012, on avait pensé qu'on avait atteint vraiment un niveau organisationnel très très élevé d'élections en Afrique, pour le Burkina Faso, notamment avec le passage à la biométrie, etc. Mais les dernières élections passées, il y a des standards minimums qui n'ont même pas été respectés. L'affichage des listes sur les bureaux, l'affectation des électeurs dans les bureaux de vote, il y a eu des problèmes à tous les niveaux. Et ça, malgré votre représentation au niveau de la CENI. C'est à partir de cet exemple-là qu'on dit, il faut peut-être envisager qu'il y a une administration électorale qui travaille permanemment. Le modèle qu'on veut proposer, c'est un modèle à deux collèges. Un collège politique de supervision qui valide et qui contrôle la mise en œuvre, qui paraît notre collège technique. À chaque niveau, prenons déjà la composition du collège technique, les gens vont postuler et vous vous entendez tous au niveau du collège politique pour recruter ou pas un tel. En ce moment, le problème que vous avez eu pour le Sao-Naba, vous le résolvez également dans le recrutement des commissaires. Déjà. Ensuite, cela va permettre
que ces gens n'étant pas impliqués dans la course politique, ils vont se mettre à organiser les élections dès le début, acheminer les bureaux, les urnes, les bulletins. Ça peut se faire bien avant. L'affichage, on peut dire, il faut faire l'affichage 2 ou 3 semaines ou même 1 mois à l'avance pour que tout le monde sache où il se trouve et qu'on puisse corriger au cas où il y a pas, au cas où il y a des problèmes. Sinon, dans le modèle qu'on a, on va toujours... Ensuite, il y a le problème de l'expérience des commissaires. On vient de renouveler comme ça. C'est vrai que celui qui a été président, il a déjà été là, etc., etc. Mais c'est le même problème qu'on a eu avec Newton. Il connaît aussi la maison. Cela n'a pas empêché qu'il y ait les manquements dont vous avez parlé, notamment cette retransmission électronique couplée au manuel. Il savait. Mais vous voyez que vous tendez vers moi, c'est plutôt fonctionnel que structurel. Quelle que soit la personne que vous recrutez, si la CENI n'a pas les ressources à temps, si la CENI n'a pas les candidatures à temps, si la CENI n'a pas les listes à temps, si tout n'est pas procuré à temps, parce qu'il y a un problème de finances, je ne veux pas défendre Newton Ahmed Barry, mais je le comprends. À un moment donné, je ne peux pas défendre la CENI parce que c'est tout pour l'accuser. Parce que nous savons que les résultats... Dans ce cas, on ne fera pas les élections. Attendez, écoutez. Même Newton, entre-temps, vous avez on l'a dit. On l'a dit. Il ne peut pas aller dépenser autant de sous pour aller recenser, enrôler moins de 1% de la diaspora. Quand même, il y a des réalités. Il faut qu'on se le dise. Mais vous voyez que lorsque vous expliquez, c'est moins structurel que fonctionnel. Et si c'est fonctionnel, c'est une question organisationnelle. Il faut s'y prendre à temps. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir relire le code électoral. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir faire un vote à scrutin direct, universel direct pour les maires. Si nous prenons tard, quel temps on donne à la CENI pour s'y prendre dans l'aspect organisationnel? C'est pourquoi parfois, il faut faire les réformes très tôt et se donner le temps pour que l'organisation se fasse. Sinon, on va retomber dans les mêmes problèmes. La question, elle est là, parce que là, on règle juste un petit détail, mais est-ce qu'on a réglé véritablement les problèmes avant qu'on aille au municipal? Je vais vous dire, pour ce qui concerne la CENI de 2020, l'État burkinabé décide de payer lui-même les représentants des partis politiques dans les bureaux de vote. Ensuite, 10 000. Ensuite, il revient à 5 000. Pour en définitivement dire qu'il va payer 2 000. 2 000. L'État donne l'information, nous répercutons les informations au niveau de la base. Lorsque vous recrutez quelqu'un, vous lui dites que vous allez lui donner 5 000, c'est 5 000. Ou 10 000, c'est 10 000. Parce que l'État a dit qu'il va payer. Et ensuite, l'État se rebiffe pour dire « je vais payer 2 000 ». Jusqu'à l'heure où je vous parle, ces 2 000 n'ont pas été versés. Voyez-vous? Donc, nous savons ce que... C'est ça le vrai problème. Mais attendez, ça, ce n'est même pas un problème de la CENI. Ça, c'est un problème du gouvernement et des manigances du gouvernement pour gagner des élections. Et nous allons être vigilants et nous allons bander les muscles pour les élections à venir. Ils savent maintenant que c'est une expérience que nous avons vécue et tant qu'il n'y aura pas ces fonds débloqués pour que la CENI dise « je peux aller dans ce sens-là » parce que j'ai eu tous les moyens pour aller, on va se battre pour que les élections ne se réalisent pas. Si on n'a pas de moyens, on ne réalise pas des élections. Si on réalise des élections, c'est qu'on a les moyens de le faire et on le respecte. Et jusqu'à présent, c'est ce qui a fait que beaucoup de représentants des partis politiques dans les bureaux de vote ne sont pas restés avec toutes les conséquences que la compilation manuelle ne s'est pas faite. Parce qu'ils savent que si la compilation manuelle avait été faite, ce qui a été servi comme résultat n'aurait pas été... Vous revenez toujours sur ça. Monsieur Edi Komoïgo. Je reviens. L'ancien CFOP, c'était pas moi. C'est lui qui est sorti le premier jour, qui a martelé comme un marxiste, alors qu'il est libéral, pour dire qu'il n'accepterait pas les résultats. Voilà. Vous dites, vous allez bander les muscles. Monsieur Edi Komoïgo, on a l'impression que votre CFOP est beaucoup plus dans l'offensive, vous êtes dans l'agitation plutôt qu'une force de proposition. Est-ce qu'il n'est pas justement
tend d'aller vers ça, constituer une force de proposition? Je suis étonné. Chaque jour, on dit que c'est nous qui faisons des propositions. On nous dit même que c'est nous qui gouvernons. Ah bon? Oui, parce que tout ce qu'on fait, on veut gouverner à la place du gouvernement. Non. Nous avons dit que nous sommes une opposition républicaine. C'est une opposition de proposition. Est-ce que vous proposez justement? Mais on propose partout. La preuve, on a dit de changer le Premier ministre. Ils n'ont pas voulu. On a dit de changer le ministre de la Défense. Ils ont changé. Nous avons fait des propositions pour qu'il y ait la paix. Changer le Premier ministre, ça, c'est pas une proposition, c'est de la provocation. Nous avons demandé qu'il y ait des États généraux sur la réconciliation, des États généraux sur la sécurité, des États généraux sur la relance économique. Mais écoutez, ce n'est pas nous le gouvernement. Si le gouvernement veut bien, le gouvernement peut faire des assises ou des États généraux. Nous allons venir avec des propositions. S'il n'y a pas de cadre de proposition, il n'y a pas de raison qu'on propose. Nous n'allons pas sortir pour dire faites ceci ou faites cela. Ils ont été élus, ils ont prêté serment d'assurer la sécurité au Burkina Faso et on constate qu'ils n'en sont pas capables. Et nous n'avons pas d'autres moyens. Après avoir proposé faire des propositions qui ne sont pas acceptées, que de battre le pavé pour montrer que les populations ne sont pas contentes. Et la preuve qu'en 5 jours de marche, vous avez vu les résultats et ça leur a permis immédiatement de donner des discours pour un président que l'on appelle le président diesel. Cette fois-ci, je pense qu'il est parti, il est allé à une vitesse d'essence ou je ne sais plus, de gaz. Bon, en tout cas, les réformes ont été opérées et lui permettant de changer le ministre de la Défense, d'avoir un militaire aujourd'hui, ministre délégué à la Défense. Et nous pensons que nous allons aller dans le sens de vraiment d'avoir une bonne stratégie de lutte contre les terroristes. Justement, il y a parfois, quand vous dites vous proposez, vous demandez la démission du Premier ministre, mais justement là, est-ce que parfois vous n'êtes pas en train de faire entorse justement au fonctionnement républicain par rapport aux principes démocratiques quand vous demandez par exemple la démission d'un Premier ministre, ou alors on a vu lors de la marche, après vous dites que la prochaine ça sera pour demander le départ du président Roch Kaboré? Non, attendez, il y a une erreur, nous ne l'avons pas dit. Il faut d'abord noter que nous faisons toujours des propositions. Il y a un jet. Le premier document, vous savez, à l'opposition, lorsqu'on veut faire un discours, je ne me mets pas à écrire mon discours comme ça. On demande aux uns aux autres de donner des idées. Il y a un jet. Dans ce premier jet, effectivement, les gars ont conclu en disant la prochaine marche, nous allons chasser le président, nous allons demander son départ. Mais la version finale que j'ai lue à la place de la nation, ce n'est pas celle-là. Et c'est ça, le document qui a été transmis à tout le monde. Donc, ce n'est pas le fait peut-être que vous avez eu le premier jet et que vous avez dit, bon, écoutez, ils sont là pour chasser le président. Nous sommes une opposition républicaine. Et c'est ça d'ailleurs qui a fait peur aux uns aux autres. En disant, ils sont venus pour nous chasser. Mais ils savent comment ils sont arrivés. Ils sont venus parce qu'il y a une insurrection, une marche. L'insurrection est issue d'une marche. Donc, ils ont tous peur que ça leur arrive. Parce qu'ils ont... Mais le problème, ce n'est pas d'avoir peur ou pas, c'est de donner le résultat. Si aujourd'hui il y avait des résultats concrets, après 6 ans de gouvernance, quel que soit ce que nous allons dire, les populations ne suivront pas. Les populations vivent la misère de l'insécurité, ils vivent la misère sanitaire, ils vivent la misère économique. Le prix du céréal, le prix des produits de première nécessité ont totalement... C'est une inflation galopante. Il y a un contexte international aussi qu'il faut prendre en compte. Hein, non, mais attendez, une crise... Il ne faut pas quand même nier les efforts qui sont faits quand même. On parlait tout à l'heure des infrastructures, vous dites qu'il n'y a rien. Et pourtant, il y a par exemple Manga Zabré, vous le savez bien, il y a Djiba Garango qui avance. J'ai l'impression que vous êtes allé faire... Ils nous ont annoncé combien de routes? Ils nous ont annoncé plus de 5000 km de routes bitumées. Vous avez compté combien? Manga Djibo Garango, ça fait combien? À peine 120 km en tout qu'ils ont réalisé dans les communes. Eh bien, arrêtez votre cinéma. Nous suivons tout. Nous avons un tableau, nous avons le programme national de développement économique et social. Nous savons comment ils ont réalisé. Ils n'ont même pas été capables de faire un bilan exhaustif et de venir au débat. Ils ont sorti un document qu'ils ont jeté en disant voici le bilan. Et le bilan que les uns et les autres ont noté, que ce soit les sociétés civiles, ils ont donné moins de 5 sur 20.
Attendez. Et vous comptez faire de l'agitation politique durant le reste du mandat de Roch Kaboré, comme ça? Nous souhaitons que le pays marche bien. Nous souhaitons que la paix revienne, que les investissements reprennent, que les jeunes aient de l'emploi, que les femmes aient de l'emploi et que l'économie tourne au profit du bien-être des Burkinabés. Si ce n'est pas le cas, nous donnerons la voix, parce que nous sommes la voix des sans-voix, des pauvres populations abandonnées. Mais tout commence par revenir sur la table du dialogue. Mais nous l'avons fait. Dès la fin de notre marche, nous avons écrit au président Roch-Marc Christian Kaboré pour dire que nous sommes prêts pour revenir à la table de dialogue. Vous êtes prêts à revenir sur la table? Demandez-le lui. Mais en fait, je vous ai dit que nous sommes une opposition responsable, équilibrée. Et nous savons ce que nous faisons. Ce n'est pas que du oya-oya. Nous sommes en train de critiquer ce qui ne va pas. Et quand ça va, nous disons que ça va. Vous savez, il y a combien de ministres qui sont passés à l'opposition? Expliquer leur programme sectoriel. Nous contribuons à critiquer, à améliorer leur programme. Qu'est-ce que vous applaudissez finalement dans tout ça? Nous le laissons faire. Ils nous ont dit qu'il y a déjà la gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans. Nous avons regardé, il n'y a même pas de médicaments. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille? Le principe est bien, la décision est bien, mais la mise en œuvre est négative, zéro. Pointé comme eux-mêmes disent, je pense que vous parlez comme les hommes du pouvoir. Alors, après la marche, on pourrait dire cette petite victoire au niveau de la CENI, quelles seront vos perspectives? Il n'y a pas de victoire de l'opposition au niveau de la CENI, il y a une victoire du peuple burkinabé, d'avoir une CENI et de vouloir travailler à ce qu'il y ait une CENI qui soit un arbitre et qui organise des élections équilibrées pour que nous ayons des résultats non contestés. Nous, ce n'est pas du triomphalisme que nous faisons. Non, loin de là. Nous sommes encore loin. Ce n'est qu'une première étape. Il y aura d'autres étapes. Vous avez déjà dit qu'en septembre, le président du Faso a dit qu'en septembre, il réglera d'autres problèmes. Et ensuite, la CENI sera mise en place. Et nous allons suivre. S'il y a des problèmes, nous réglons au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas de... Hein? On est là, on suit la vie quotidiennement de la nation. Seka Coulibaly, finalement, est-ce que ce ne sont pas les politiques en vérité le problème du Burkina? Moi, je note que, comme on l'a dit au départ, il y a un nouveau contexte où les populations sont plus réactives par rapport au rôle des autorités, au rôle des responsables administratifs et autres. Et il faut aussi noter qu'il y a une nouvelle opposition. On est obligé de le constater, même si le temps d'évaluation est assez court. En comparaison des 5 années passées, cette opposition-ci est déterminée à aller sur tous les fronts possibles où elle pense qu'il y a matière à exploitation politique. Donc, moi je crois que si on reste dans le cadre républicain, c'est une excellente chose parce que de tous côtés, ça va permettre une certaine évolution qualitative. Si on prend le cas de la sécurité, le gouvernement qui a été modifié suite à une action des populations et de l'opposition, la CENI également, qui a passé par une crise interne et qui pense avoir trouvé donc, une certaine stabilité. L'un dans l'autre, on doit constater qu'effectivement, il y a un nouveau contexte qui se dessine et dans lequel les autorités, à mon avis, auront à être plus vigilantes sur la façon dont elles gouvernent et surtout sur les résultats qu'elles doivent présenter aux populations. Là, je suis d'accord avec lui parce qu'en fait, lorsqu'on est sollicité, nous sommes une opposition. Mais nous sommes devenus, comme je vous ai dit, la voix des sans-voix. Les policiers licenciés pensent que nous pouvons être un appui pour qu'ils puissent avoir un problème. Les problèmes qui se passent à la Caisse nationale de sécurité sociale, avec la décision de justice, l'arrêt de la Cour, qui n'est pas mise en application, comme le gouvernement est un déni de justice, nous sommes obligés de donner de la voix pour que le gouvernement applique. Les gens viennent nous voir parce que leurs problèmes ne sont pas résolus. Le problème de recrutement des juristes pour renforcer la magistrature s'est posé depuis qu'il y a des problèmes de diplôme, d'équivalence de diplôme. Ils sont venus nous voir et ainsi de suite. Il y a le problème de lotissement de Samba et d'ailleurs.
tout le monde pense venir voir le chef de file de l'opposition. Nous avons des oreilles attentives. Et lorsque nous sommes saisis, nous essayons de rentrer en contact avec le gouvernement pour échanger et trouver une solution intelligente. Et même les syndicats, nous allons faire une sortie aujourd'hui, la vie chère, nous allons demander des audiences, nous allons les recevoir et nous allons échanger autour de toutes ces questions. Et c'est d'apporter surtout des solutions, contribuer en tant qu'opposant, apporter une solution. Ce n'est pas simplement aller emmerder le gouvernement. Ils savent qui je suis un homme normal, équilibré, et je ne suis pas là pour... Vous êtes en phase avec les problèmes du peuple, vous voulez dire? Ben, ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui viennent vers nous. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils ont plus confiance à l'opposition qu'au pouvoir en place. D'accord. Alors, l'autre actualité de la semaine, le Conseil d'État français, en premier et dernier recours, qui a validé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. François Compaoré, frère cadet de l'ancien chef de l'État Blaise Compaoré, est notamment suspecté d'avoir commandité l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. C'était en décembre 1998. Mais en moins de 24 heures, les choses ont très vite évolué, puisque la Cour européenne a suspendu la décision du Conseil d'État français. Et suite à cette décision, la France a donné son accord pour ne pas exécuter la décision d'extradition jusqu'à la fin des mesures provisoires. Ça, ce sont des rebondissements en l'espace d'une journée de 24 heures. Effectivement, cette décision très attendue du Conseil d'État français qui finalement donne son OK pour l'extradition de François Compaoré, mais très vite, les conseils de François Compaoré qui saisissent la Cour européenne et qui donnent une décision contraire, et donc la France décide de ne pas donner suite justement à cette décision d'extradition. Non, moi, tout se passe dans l'ordre des choses. Pour qui connaît un peu les procédures en matière de justice, ce qui se passe, ça reste dans l'ordre du normal. C'est peut-être parce qu'en Afrique, on aurait eu une autre situation, qu'on pense que là, ça fait des rebondissements. Sinon, tout se passe convenablement. On a abouti finalement au juge européen maintenant, qui va, comme sa spécialité, c'est les droits humains, qui va veiller à cette dimension de droits humains qui a été évoquée par les avocats donc, de M. François Compaoré. Qui dit avoir justement évoqué un rapport des Nations Unies. Qui craint que si M. François Compaoré est extradé et jugé au Burkina, il subisse des torts liés à ses droits. Donc, le juge européen va examiner cela et donner donc une décision par la suite. C'est sûr, en Afrique, on n'aurait pas attendu tout ça. Ils auraient extradé rapidement et puis, malgré les recours, c'est peut-être ça seulement qu'il faut noter. Sinon, pour moi, les choses se passent dans l'ordre du normal. Edi Komboyego, vous êtes chef de file de l'opposition politique, vous êtes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, donc proche justement de l'ancien régime et donc certainement de François Compaoré. Sur ce dossier-là, vous qui dites que vous êtes proche justement des aspirations du peuple au niveau du CEFOP, le peuple aurait souhaité que François Compaoré soit extradé pour répondre devant la justice burkinabé. C'est le peuple ou c'est le gouvernement Roch-Marc Christian Kaboré. Le peuple s'est exprimé de quelle manière? Je pense que c'est après l'insurrection, il y a eu le dossier, ils ont exhumé le dossier qui avait été déjà jugé. Il y a eu un non-lieu. Il y avait un non-lieu, oui, ils ont ramené le dossier. À l'époque, la justice était suffisamment politique. Cela, c'est possible. C'est possible qu'ils pensent que le dossier a été mal jugé. C'est également possible que cela peut laisser penser que c'est des règlements de compte que l'on veut se faire. Et nous sommes confiants. Faisons confiance à la justice. Nous ne souhaitons pas que l'on utilise la justice pour des règlements de compte. Depuis que ce dossier a commencé, vous savez que nous ne sommes pas exprimés ouvertement, clairement, condamnant ceci ou condamnant cela. Nous avons dit seulement de faire attention pour ne pas créer un antécédent, pour que demain, ce dossier ne nous rattrape pas. Il faut regarder plutôt l'avenir avec beaucoup d'espérance, en disant le droit. S'ils estiment que François Compaoré doit rentrer et que c'est le droit qui est comme tel, tant mieux. Nous ne sommes pas contre la justice, mais faisons en sorte de ne pas utiliser la justice
dans des abus, dans des règlements de compte entre personnes. Et nous nous battons pour que cela ne se fasse pas. D'accord, que la justice se fasse. C'est votre avis, justement, sur ce dossier. On parle de la République de Côte d'Ivoire, qui fait également l'actualité avec cette poignée de main historique entre les ennemis d'hier, l'ancien président Laurent Gbagbo et le chef de l'État Alassane Ouattara. Les deux hommes politiques disent privilégier désormais l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Les deux hommes qui se sont rencontrés et qui ont parlé et qui semblent désormais voir les choses dans la même direction, faire en sorte que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. On les écoute. Je suis venu rendre visite au président Alassane Ouattara, que je connais depuis longtemps. Et on a parlé fraternellement, amicalement, et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors, j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Et le président a les moyens, mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens et des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter. N'est-ce pas, Alassane? Bien sûr. Voilà. Ouais. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Voilà. Donc, je te laisse la parole. Voilà. Ben, écoute, mon cher Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette rencontre. Que tout le monde demandait d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous nous sommes parlé, que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. Hein, et par conséquent, les calendriers et les opportunités nous ont amenés donc à avoir cette rencontre aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'en suis ravi. Et je crois que c'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Je voudrais réitérer mes condoléances à mon frère pour le décès de la maman, Gado Marguerite, et d'Abdourahmane Sangaré. Tous les deux sont
parti alors qu'il était absent du territoire. Et je lui ai dit que nous avons une pensée bien sûr pour eux et nous continuons de prier pour qu'ils reposent en paix. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je voudrais donc témoigner en cela et dire que ça a été un moment douloureux, je sais pour toi, et je te réitère toutes mes condoléances. Merci. Nous avons parlé bien sûr de la paix pour notre pays, la nécessité de renforcer la cohésion nationale, de continuer de renforcer la réconciliation. Nous sommes convenus aussi de nous revoir de temps en temps, certainement après donc, le mois d'août, pour continuer ces entretiens et associer le moment venu d'autres personnes à ces entretiens. Mais je crois que c'est important que les uns et les autres puissent comprendre que nous avons décidé que c'était important de rétablir la confiance et de faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient, si c'est cela le terme important, mais se fassent confiance également. Voilà, deux hommes, deux trajectoires similaires par moment. Hier, président, aujourd'hui opposant, et l'autre aujourd'hui président, hier opposant. On pensait que le fossé était abyssal entre les deux hommes, mais finalement, ils se retrouvent. Eddy Komboigo, qu'est-ce que ça vous inspire, cette image entre les deux personnalités politiques ivoiriennes? Vraiment une grande leçon de vie. Tout est relatif. On peut tout transcender. Nous souhaitons que la paix puisse être reconstruite par ceux-là même qui étaient à la base la fissure, la fissure sociale en 2011. Beaucoup d'encre, beaucoup d'eau ont coulé. Aujourd'hui, il faudrait qu'ils apprennent, les générations, à regarder l'avenir avec confiance. Ils se donnent l'obligeance, entre eux, de se parler avec beaucoup de considération réciproque. Et j'apprécie beaucoup. C'est une leçon pour moi. C'est une belle leçon pour moi. Et je ne peux que prier pour que Dieu les rapproche davantage et qu'ils puissent, à leur tour, rapprocher tous ceux qui sont leurs partisans, afin qu'ils trouvent un avenir meilleur pour les populations de Côte d'Ivoire. Et cette image rapprochée à la situation du Burkina, ça vous donne des idées? Mais certainement que nous allons passer bientôt à la réconciliation nationale. Le chef de l'État a un grand rôle à jouer et tous les acteurs politiques ont un grand rôle à jouer, la société civile également. Je pense que ça doit nous inspirer et que nous pouvons faire des choses ensemble et que nous devons faire des choses ensemble. De toute façon, la vie est passagère sur Terre. Il faudrait que nous regardions l'avenir. Nous sommes contraints de regarder l'avenir avec espérance et d'amener le pays à avancer. Et quel que soit ce qui va arriver au Burkina Faso, nous devons aller trouver au fond de nous-mêmes la force de transcender nos égos ou nos aigreurs et puis construire un Burkina meilleur, un Burkina réconcilié avec lui-même. Avec toujours une opposition républicaine? Certainement, certainement. Peut-être que maintenant que nous serions passés au pouvoir, pourquoi pas, ce qui est une opposition républicaine qui puisse passer au pouvoir un jour. Et nous espérons bien. D'accord. Oui, Siaka Coulibaly, cette image, elle est assez parlante quand même. Oui, moi je crois que tous les Ivoiriens, enfin, une grande partie des Ivoiriens et beaucoup d'Africains également ont ressenti un coup de frais avec ces images où on voit deux personnalités qui ont été opposées en des termes extrêmes, avec des morts d'hommes entre les deux. 3000 morts. Hein. Oui, au bas mot, et qui aujourd'hui réussissent à renouer le dialogue et à poser les problèmes. On a entendu l'ex-président Laurent Gbagbo parler donc des détenus politiques et la sollicitation qu'il a adressée au président en exercice.
C'est de cette façon que les problèmes auraient dû se régler depuis 2000 et qui aurait évité donc toutes ces morts en Côte d'Ivoire et ces dérives qu'on a pu constater par le passé. En même temps, ça donne aussi des leçons à d'autres peuples. Et il faut penser au Burkina Faso également. C'est vrai que jusqu'à présent, nous avons pu éviter les crises qui ont duré dans le temps. Toutes les crises ont pu se résorber en un laps de temps assez réduit. Il faut aussi penser à faire en sorte qu'il n'y ait plus de crises et qu'on mette en place des cadres qui évacuent, qui empêchent que les crises ne surviennent. Quand on regarde donc le Burkina Faso en comparaison de certains pays voisins, comme le Mali ou la Côte d'Ivoire, on peut penser que là-dessus, nous avons des leçons à prendre toujours, parce que le temps du pouvoir ne doit pas être un temps définitif, un temps fixe à jamais, et qu'il y a toujours un lendemain qui peut être dessiné. Et c'est ce que les deux hommes nous ont démontré. Le chef de file parle de la réconciliation nationale, qu'il espère donc pouvoir apporter un contexte aussi harmonieux que ce que nous avons vu. Puisse-t-il avoir raison? Moi aussi, j'espère beaucoup en cela. Et nous ferons tout, chacun à son niveau, pour qu'on puisse aussi avoir des images pareilles au niveau du Burkina Faso. Pas seulement entre les présidents et les ex-présidents, mais au niveau de partout où des acteurs ont des ponts à franchir, les uns envers les autres, que cela puisse également se faire. Donc c'est une bonne espérance que les images donc, de Laurent Gbagbo et de Alassane Ouattara ont transmis au reste de l'Afrique et nous espérons qu'elles vont bourgeonner au Burkina Faso. Merci Siaka Koulibaly. Ressouder les liens. Donc on a en fin d'émission Edi Koboyego. Encore une fois, un Burkina sans crise, ça suppose qu'on a une opposition aussi qui joue sa partition en tant qu'opposition républicaine, mais qui ne soit pas une opposition qui fasse dans l'agitation et qui peut aussi être source de crise. La société vit de crise, mais nous ne sommes pas les initiateurs de crise. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut toujours dialoguer et nous mettons le dialogue comme première arme pour retrouver les solutions au niveau de la société et travailler pour une cohésion sociale. Pour ce qui concerne l'opposition que je dirige, je voudrais rassurer le peuple burkinabé que nous jouerons toujours notre rôle. Notre rôle, c'est d'être un contre-pouvoir et d'avoir des propositions concrètes. Quand ça va, nous dirons que ça va. Quand ça ne va pas, nous dirons que ça ne va pas. Nous espérons que le message est passé de l'autre côté, au niveau de nos adversaires d'en face, ceux qui gouvernent ce pays. Et nos portes sont toujours ouvertes sur toutes les questions d'incompréhension pour que nous puissions ensemble travailler, surtout pour le bien-être des Burkinabés. Je vous remercie. Merci, monsieur le chef de file de l'opposition politique, Edi Koboyego, qui était l'invité de cette info. Merci de nous avoir suivis. Excellent suivi de programme sur notre chaîne. Bonne reprise de travail demain. Bonsoir.